Alors, je reconnais le député de Sanguinet. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer les gens de l'opposition, saluer le ministre et son équipe. Écoutez, le gouvernement fédéral, évidemment, c'est un gouvernement, il fait des actions, il impose des politiques pan-canadiennes. Alors, quelquefois c'est bon, quelquefois c'est moins bon. On a historiquement là, disons qu'une longue liste d'actions qui ont été négatives envers le Québec. Je ne ferai pas la nomenclature de cette liste-là, parce que nous, au Parti québécois, là, on le fait souvent. Mais le domaine de la sécurité publique ne fait pas exception à la règle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des intrusions du fédéral qui vont nuire, justement, à la qualité de vie des Québécois, qui vont ébranler la société québécoise de son socle, et c'est pas nécessairement positif. On sait que Harper est un individu avec une idéologie de droite. On pense même qu'il est sorti d'un western spaghetti. Et que Harper prend souvent comme modèle le modèle américain, donc le modèle de la répression, de la dureté envers les gens qui font des délits. Et ça, ça correspond pas nécessairement à la façon de voir la société québécoise, à la façon de traiter les gens qui vont commettre des actes. Disons qu'on est on essaie d'être un peu plus compréhensif. Et ça fonctionne bien parce qu'au Québec, on a le taux de criminalité le plus faible au Canada avec l'Ontario. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne bien. Sauf que récemment, le gouvernement fédéral a créé la loi C-10 qui a comme impact de remplir nos prisons. Alors, ils veulent augmenter les peines contre les gens qui font des délits liés à la drogue, contre les jeunes intervenants, contre les jeunes contrevenants, et éliminer la détention à domicile le plus possible. Et ça, ça a une conséquence évidente. Vous en avez parlé tantôt, là, vous parliez de chiffres, là, c'est quand même hallucinant. Dans une situation où on a un contexte budgétaire difficile, nous, à l'époque où on était obligé de s'asseoir et de négocier avec les étudiants pour essayer de trouver des moyens de mieux gérer les finances publiques liées à l'éducation, là, on est rendu qu'il faut augmenter le nombre de prisons. Et je ne répéterai pas les chiffres que vous avez mentionnés tantôt, parce qu'il y a des chiffres à la fois au niveau de l'immobilisation, mais aussi au niveau chronique. À tous les années, il va falloir défrayer des coûts. Et les gens au Québec se sont soulevés presque unanimement, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont pas soulevés comme ça, sont rarissimes, mais ils existent quand même. Je ne peux pas dire que c'est unanime. Il y a les représentants de l'association de centre jeunesse qui a mentionné que la meilleure façon de contrer la délinquance, c'était tout simplement la réadaptation. Il y a aussi le barreau du Québec qui a mentionné que la discrétion judiciaire était peut-être plus appropriée et on ne pouvait, dans ce contexte de loi C-10-là, en tout cas, difficilement le faire. Alors donc, il y a cette décision-là que je prends comme exemple, la loi C-10, mais il y en a d'autres aussi par rapport au fond par rapport à Eclipse. On est là, je pense qu'on va fermer Eclipse parce qu'on manque de fonds pour lutter contre justement les gangs de rue. Alors d'un côté, on va sévir plus sévèrement. On fait payer à Québec la note de cette sévérité-là. Et de l'autre côté, pour lutter contre des gangs de rue qui sont vraiment en prolifération sur notre territoire, mais ils coupent les dépenses liées à ça. Alors, voyez-vous, il y a comme une contradiction. Ce n'est pas la première et ce sera sûrement pas la dernière, qui fait en sorte que le Québec est dans une drôle de posture. Et moi, je voulais savoir si vous vouliez faire une analyse sommaire des intrusions ou des décisions du fédéral dans la sécurité publique. Savoir un peu quels sont vos commentaires que vous pourriez formuler là-dessus. Le ministre. Monsieur le Président, c'est une question pertinente, très certainement. On y a fait référence tout à l'heure. On parlait de C10. C10, qu'on se comprenne bien, là. On
on n'est pas automatiquement contre le resserrement des peines contre certains criminels. Hein? Il y a la question des jeunes contrevenants, bien sûr, puis il y a également un certain nombre de peines qui pouvaient être purgées dans la communauté plutôt qu'en établissement de détention. Il faut être bien conscient qu'un établissement de détention, là, c'est très souvent l'école du crime. Puis que les possibilités de réhabilitation sont quelquefois plus importantes en communauté que dans l'établissement de détention. Mais d'une façon générale, on n'est pas opposé d'une façon catégorique à ce qu'on durcisse les peines contre un certain nombre de crimes ou de criminels. Mais on ne peut pas accepter que le gouvernement fédéral décide unilatéralement d'un durcissement des peines qui va avoir une incidence sur le système carcéral québécois, des incidences importantes au niveau financier. Je faisais référence tout à l'heure, on parle de sommes colossales. Ça pourrait nécessiter de 565 à 1048 places additionnelles en moyenne par jour, soit une augmentation de 13,5 à 25 par rapport à la population carcérale actuelle. Une augmentation de 13,5 à 25 de la population carcérale par rapport à la population actuelle. Des dépenses en immobilisation de l'ordre de 750 millions de dollars. Des frais de fonctionnement récurrents annuellement de 40 à 74 millions de dollars. Ce sont des sommes colossales. Sans compter, évidemment, les sommes qu'on va devoir investir davantage en surplus en termes de réhabilitation, parce qu'il y a énormément de travail qui se fait dans nos établissements de détention en termes de réhabilitation. Mais il faut être bien conscient qu'en moyenne, un détenu passe 71 jours dans les établissements de détention au Québec. Alors, malgré toute la bonne volonté du monde, puis en fonction d'un certain nombre de réalités objectives, là, on ne peut pas faire de miracle. Mais, au-delà du fait qu'on dise qu'on ne peut pas faire de miracle, qu'il y a du travail extraordinaire qui se fait non seulement par les agents correctionnels, mais également avec tous les partenaires, les commissions scolaires, les organismes communautaires avec lesquels on travaille, beaucoup de travail qui se fait en termes de réhabilitation. Mais il faut être conscient que les incidences de ces 10 vont accroître la pression sur le gouvernement du Québec au niveau financier. On parle du projet de loi C10, là, C10, là, c'est pas juste une lubie du gouvernement du Québec, que ce soit le précédent ou celui-ci, là. Même le barreau du Québec a déposé une requête devant la Cour supérieure afin d'invalider certaines des dispositions du projet de loi C10. Alors, c'est dire à quel point il y a une problématique avec le projet de loi C10. Maintenant, en termes de retrait du fédéral, on parle notamment de l'entente tripartite pour le programme des services des Premières Nations. La participation du fédéral est de l'ordre de 52 de l'enveloppe financière pour les corps de police autochtones. Or, le gouvernement fédéral ne nous donne aucune indication. La plupart des ententes viennent à échéance prochainement. Si le gouvernement fédéral ne confirme pas le financement, ça remet en question le fonctionnement et, dans certains cas, l'existence même des corps de police autochtones, avec tout ce que ça risque d'occasionner comme conséquence pour la Sûreté du Québec. Et ça, c'est encore les contribuables du Québec qui vont devoir assumer, là, qui vont devoir casquer si le gouvernement fédéral ne nous indique pas rapidement ce qu'il a l'intention de faire, ou même s'il a l'intention de faire quelque chose. Parce qu'on en est même là, dans ce cas-là. On ne sait même pas s'ils ont effectivement l'intention de verser 5 cents là-dedans. Or, les affaires autochtones, au premier chef, ça relève de la responsabilité du gouvernement fédéral. Or, c'est rendu que le gouvernement fédéral se désengage même de ses propres responsabilités. Et quand il se prétend être le champion de la loi et de l'ordre, on est obligé de constater, avec sa façon d'opérer, que les bottines ne suivent pas nécessairement les babines. Il y a C10, il y a le fonds policier, que le gouvernement fédéral ne renouvellera vraisemblablement pas si on se fie à ce qu'il nous dit jusqu'à présent. Quoique pour ma part, j'ai pas lancé la serviette, là. Il y a le mouvement s'amplifie au Québec de gens qui réclament que le gouvernement fédéral maintienne son financement.
On a besoin de ce financement pour maintenir Eclipse à Montréal, maintenir un certain nombre d'escouades régionales mixtes à leur niveau actuel. Donc, il y a une volonté de faire en sorte que le gouvernement fédéral ne peut pas accepter que le gouvernement fédéral mette de l'argent, avec son pouvoir de dépenser, mette de l'argent, crée des attentes, crée des besoins, crée des résultats, parce que les résultats sont probants, puis se désengage en disant « arrangez-vous avec, assumez-les dorénavant ». Ça n'a pas de bon sens. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral, il y a un mouvement qui se dessine non seulement au Québec, mais à l'échelle du Canada tout entier, pour faire en sorte que le gouvernement fédéral finance le fonds policier. Le registre des armes à feu. Il y a une volonté du gouvernement du Québec, mais ça va impliquer des sous. Puis le gouvernement fédéral ne semble pas s'en préoccuper d'aucune façon. Il y a le corps du registre fédéral des armes à feu qui a été assumé par les Québécoises et les Québécois. Quelques 250 millions de dollars. Il me semble que ce serait normal qu'on puisse récupérer ces données-là pour le bénéfice de nos policiers, nos policières, pour la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, qu'on puisse récupérer ces données-là, puis qu'on puisse même récupérer le système qui a été mis en place à grands frais par le gouvernement fédéral. Alors, regardons ça rapidement. Là, je vous parlais des coûts concernant C10. Le montant la manque à gagner de l'ordre de 92 millions de dollars sur 5 ans pour le fonds policier. Le programme conjoint de protection civile que le fédéral a décidé d'abolir, c'est un montant de l'ordre de 800 000 dollars qui échappe au Québec. Des programmes de prévention de la criminalité, on n'a pas le détail des sommes, mais c'est des sommes importantes qui échapperont également au Québec. Il y a des sommes que nous attendons du gouvernement fédéral. Dans certains cas, les négociations se poursuivent. Dans d'autres cas, c'est au point mort. Puis dans d'autres cas, je pense qu'il va falloir que le fédéral nous a fait savoir qu'il faudrait qu'on fasse une croix là-dessus, là, mais c'est pas c'est à géométrie variable, mais il y a des sommes qui sont attendues. Imaginez la tempête de verglas, le montant réclamé par le gouvernement du Québec. Au total, c'était 988 millions de dollars. Il y a encore un litige de 463 millions de dollars, dont 400 millions pour Hydro-Québec. Le gouvernement fédéral, jusqu'à présent, ne reconnaît pas les sommes qui sont dues à Hydro-Québec. Inondation, on parle de 98. Puis ils veulent nous charger pour l'utilisation des forces canadiennes. Hein? Inondation printanière, dont celle en Montérégie. Il nous reste 51,3 millions de dollars à recevoir. Tempête Katrina en 2005. Je comprends qu'on n'a rien reçu de la somme réclamée, 9,7 millions de dollars, plus abondante, dont celle de Rivière-Renard en 2007. On n'a rien reçu sur une somme de 2,5 millions de dollars. Les Grandes Marées en 2010, somme réclamée, 25,4 millions de dollars. On n'a rien reçu encore. Tempête Irène en 2011, somme réclamée, 13,8 millions de dollars. On n'a rien reçu encore. C'est un total de 1,104 milliard de dollars que nous attendons encore de la part du gouvernement fédéral. Desserte de la Sûreté du Québec dans les réserves autochtones, je faisais référence tout à l'heure, c'est de l'ordre de 24 millions de dollars, excluant Kanesatake, puis si on inclut Kanesatake, c'est un 21 millions de dollars additionnel. Remboursement de 100% des dépenses assumées pour les feux de forêt de 2010, montant réclamé par le gouvernement du Québec, 3,4 millions de dollars, mais là on attend de l'argent de la part du fédéral prochainement. Pardon? Oui, je devrais terminer là-dessus. Atténuation, mise en place de mesures permanentes d'atténuation suite aux inondations de 2011, remboursement de 50% des dépenses d'atténuation suite aux inondations, montant réclamé par le gouvernement du Québec, 3,5. Encore une fois, là, si tout va bien, là, puis si ça coince pas dans le coude, là, on devrait avoir la somme au cours de 2014. Mais des fois, avec le fédéral, ça coince dans le coude, effectivement. Fonds de nouvelles initiatives en recherche et sauvetage. Les négociations sont en cours, mais on parle d'un montant de 250 millions de dollars. 250 millions de dollars, c'est ça? 250 000 dollars. C'est parce que, OK. L'accord Canada-Québec relatif à l'administration de la loi sur les armes à feu. Encore une fois, on parle de 12 millions de dollars. Les négociations sont en cours. Remboursement de 100% des dépenses pour la prise en charge par les services correctionnels des personnes se trouvant illégalement au
au Canada. On parle de l'entente Canada-Québec pour la détention de personnes en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. 1 million de dollars par année. Encore des négociations en cours avec le gouvernement fédéral. Alors, on parle de sommes là, de l'ordre de 1 milliard 170 millions de dollars. Ce sont des sommes astronomiques. Et là, on ne parle que du ministère de la Sécurité publique. Là. On ne parle que du ministère de la Sécurité publique.